The road to success is like Harold and the Purple Crayon. You draw it for yourself. You have to imagine it first, and then you have to draw it, and then you have to walk it. But I think many people draw many lines that don't necessarily lead there, but the ones that do lead there are done by that process. Not for everybody. Some people can fall into good luck. Some people can have it handed to them, but I think the great majority map it out for themselves. Il aura fallu seulement 8 films pour que James Cameron révolutionne toute une industrie. Forcément, ça ne pouvait être que le strict minimum pour le réalisateur de tous les records, celui qui s'autoproclame King of the World. Terminator 2 fut le film le plus cher jamais réalisé en 1991 avec ses 102 millions de dollars, et le plus gros succès mondial de cette même année. 7 ans plus tard, Titanic devenait le film le plus cher jamais réalisé avec 200 millions de dollars, et le plus gros succès de tous les temps avec 2,2 milliards de dollars de recettes dans le monde. Une somme indécente que lui seul pouvait surpasser puisqu'il pulvérise son propre record en 2009 avec Avatar et ses quasi 3 milliards de dollars de recettes. La vidéo vient à peine de commencer et j'ai déjà dit le mot milliard beaucoup trop de fois. Mais ce too much décadent est à l'image d'un homme pour qui rien n'est inatteignable. Pourtant, James Cameron revient de loin. Enfant, il déborde d'imagination, crée de riches univers à travers l'écriture et le dessin, mais pourtant en grandissant, il n'enchaîne que les petits boulots, chauffeur de camion notamment, avant de découvrir Star Wars au cinéma en 1977 et se dire qu'il peut et qu'il doit faire ce genre de film. Il est frustré en sortant de la salle. Il a l'impression qu'on lui a volé son rêve. Il sait à partir de là que s'il ne se met pas sérieusement au travail et qu'il ne devient pas le réalisateur de toute une génération, quelqu'un le fera à sa place. There were several light bulbs at several different times, and the first one was when I saw 2001: A Space Odyssey for the first time, and the light bulb there was, you know, a movie can be more than just telling a story. It can be a piece of art. It can be something that has a profound impact on your imagination, on your appreciation of how music works with the images and so on. It sort of just blew the doors off the whole thing for me and at the age of 14, and I started thinking about film in a completely different way and got fascinated by it. Voilà comment, 2 ans plus tard, il parvient à faire financer son premier court-métrage Xenogenesis par un conglomérat de dentistes. Le film met en place les fondations de ce que sera son cinéma, et on va y venir, ne vous inquiétez pas. À partir de là, il travaille sur les plateaux de tournage et se charge des effets spéciaux, notamment sur New York 1997 et La Galaxie de la Terreur. C'est d'ailleurs sur ce film qu'il parvient à se faire une petite réputation dans le milieu, notamment en réussissant à faire bouger des verres jusque-là immobiles grâce à une impulsion électrique. Cameron est ingénieux et comprend le système comme personne. Les producteurs du film se disent que s'il parvient à faire jouer des verres, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec des acteurs. Voilà comment il se retrouve à la barre de Piranha 2, remplaçant le premier réalisateur limogé, avant d'être lui-même renvoyé au bout de 8 jours. Un film qu'il n'a pas le temps de façonner complètement à son image, voilà pourquoi il le renie et considère The Terminator comme étant sa première véritable réalisation. Arnold Schwarzenegger in Terminator. Terminator est une idée qui est sortie de son esprit tordu mais brillant durant un cauchemar sur le tournage de Piranha 2. En se réveillant, il dessina ce croquis et commença l'écriture du scénario. Pour pouvoir mener la barre, il vend son scénario $1 symbolique et doit dormir dans sa voiture durant la production par manque d'argent. Quand le film sort, le succès est immédiat. Il rapporte plus de 130 millions de dollars pour un budget de 6 millions. Il est désormais un réalisateur qui compte, et la légende Cameron va pouvoir commencer. Aujourd'hui, il est à l'origine d'une révolution numérique au cinéma. Il est le précurseur d'effets visuels alors jamais vus. Et il façonne même la manière de consommer le cinéma, notamment avec la 3D qu'il popularise grâce à Avatar. Mais en dehors des chiffres, de la technique et autres folies, James Cameron est surtout un auteur, avec une vision du monde bien singulière, avec des obsessions qui lui sont propres et qu'il n'a jamais cessé de mettre en avant dans ses films. L'objectif de cette vidéo va être de comprendre ses obsessions, et de mettre en parallèle des œuvres qui forment un tout des plus cohérents. En 40 ans, James Cameron n'a réalisé que 11 films, dont un qu'il renie et 2 documentaires. Mais alors, pourquoi une telle rareté ?
Eh bien parce que Cameron est un homme qui aime se surpasser. Les effets numériques font partie intégrante de son cinéma et il les pousse au maximum de leur capacité. Dans Abyss, sorti en 1989, le défi est de taille. La fameuse scène de la visite de l'entité liquide est unique en son genre. Pour la première fois, un effet de liquide 100% numérique est représenté à l'écran. Un effet qui reproduit même les visages des comédiens. Un tour de force qu'il sublime 2 ans plus tard dans Terminator 2. Cette suite a la force de reprendre tous les éléments du premier film et de les inverser. Le méchant devient gentil, la fille en détresse devient la guerrière, les scènes d'action sont les mêmes avec des personnages inversés, et idem pour les dialogues. Il reproduira ce schéma avec Aliens et Avatar la voie de l'eau, et dans un premier temps on peut voir ça comme une sorte de paresse. Pourtant, malgré leur répétition, ces suites vont prendre le contre-pied total de leurs prédécesseurs et déjouer toutes les attentes. Par 2 fois, ils laissent de côté l'horreur pour se concentrer sur l'action, faisant de la victime un personnage fort. Avatar 2, lui, va introduire un nouvel univers, inverser le parcours initiatique du héros et le faire vivre à l'antagoniste, et surtout amener de nouvelles avancées en ce qui concerne la motion capture, qu'il effectue pour la première fois sous l'eau, avec une caméra que son frère ingénieur a littéralement inventée pour les besoins spécifiques de ce film. Voilà pourquoi son cinéma est rare, parce qu'il offre une expérience unique à chaque fois, parce qu'il va chercher au-delà de ce qui existe. Test, 1, 2, 3, 4. First recorded dialogue, underwater, on film, for a theatrical motion picture in the history of the world. Abyss est tourné à 40% sous l'eau, dans des conditions quasi invivables, avec un Cameron, disons-le, plutôt tyrannique. Il manque de tuer Ed Harris par noyade durant cette scène pour avoir un jeu plus réaliste. Marie-Elisabeth Mastrantonio partira en burn-out après qu'il ait fait un nombre de prises incalculable de la scène où elle se prend des revers par Ed Harris, ce qui fait qu'après ça elle libéra toute sa frustration sur le réalisateur, puis quitta le plateau pour ne plus jamais y revenir. Les 2 acteurs principaux ne participeront même pas à la promotion du métrage. L'équipe technique renomme le film L'Abus. Bref, disons-le franchement, sur ce tournage, Cameron est le roi des cons. Mais l'exigence a un prix, et bizarrement elle ne fait pas bon ménage avec l'empathie. Son comportement ne fut pas meilleur sur le tournage de Titanic, où la sécurité laissait clairement à désirer, ou encore sur Alien, où il enferma ses techniciens et refusa de les libérer tant qu'il n'obtint pas ce qu'il veut. La démocratie, c'est pas son truc. Même si, bizarrement, aucun abus de pouvoir ne fut signalé sur les tournages des 3 films avec Arnold Schwarzenegger. Plutôt bizarre. Cameron demande beaucoup, car on lui en demande beaucoup. Il passera sa carrière à être sous-estimé, moqué. Personne ne croyait en une suite en mode action du chef-d'œuvre de Ridley Scott. Personne ne croyait en ce gouffre financier que fut Titanic. Et encore récemment, personne ne croyait en la suite de son Avatar, que beaucoup jugeaient comme un film n'ayant pas marqué la culture populaire, et dont la suite sortie 13 ans plus tard s'annonça forcément comme un bide. Mais Cameron a toujours réussi à décevoir ses détracteurs grâce à un cinéma ultra populaire, d'une efficacité à toute épreuve, mais surtout ultra engagé. James Cameron a su utiliser la technologie à bon escient pour réaliser ses films et pousser encore plus loin la limite de ce qui est possible. Mais la technologie est aussi au cœur de sa filmographie, et il a su la présenter sous différentes formes. Dans Xenogenesis, son premier court-métrage, on retrouve déjà les prémices de ce que sera son cinéma. L'espace, un personnage féminin fort, une machinerie qu'il réutilisera souvent, et la technologie, ennemie de l'homme à travers son émancipation, mais d'une aide précieuse quand elle est comprise. Cette dualité, on la retrouve dans quasi tous ses films. Le voyage dans le temps, dans le premier Terminator, permet à Sarah et au futur John d'être sauvés grâce à l'arrivée de Kyle Reese, mais paradoxalement, c'est cette même technologie qui les met en danger puisqu'elle permet aussi l'arrivée du Terminator. Dans Terminator 2, le T-800 fait face au T-1000. Dans True Lies, la technologie permet de déjouer un attentat terroriste, mais cette même technologie va servir également à accentuer les délires obsessionnels d'un mari jaloux. Dans Titanic, le paquebot le plus grand du monde, une technologie de pointe pour l'époque, va réunir 2 âmes sœurs dans la grandeur et la beauté du lieu, pour mieux les séparer à travers ses failles. Les avatars permettent de découvrir la faune et la flore extraordinaire de Pandora, mais peuvent également jouer un rôle tout autre, mettant à nu les faiblesses d'un peuple qui s'apprête à en subir les dérives. Mais ce que Cameron dit à travers tout ça, c'est que la technologie n'est qu'un prolongement de l'homme. Elle est notre création, et son pouvoir de destruction n'émane que de nous. You created a movie a few decades ago that at the time seemed Terminator, seemed like a fantasy. Now most people who are the so-called godfathers of AI say it's not so much a fantasy, that in fact there could be a risk to the extinction of humanity. Right. Do you share their concern about that risk? No, I absolutely share their concern of, you know, I warned you guys in 1984. You didn't listen. Sure, look, I mean, you've got to follow the money. Who's building these things, right? They're either building it to dominate market share, so what are you teaching it? Greed. Or you're building it for defensive purposes, so you're teaching it paranoia. I think the weaponization of AI is the biggest danger. I think that we will get into the equivalent of a nuclear arms race with AI. And if we don't build it, the other guys are for sure going to build it.
and so then it'll escalate. Skynet, les Terminators, le Jugement Dernier, tout ça est né de l'esprit d'un simple père de famille qui pensait venir en aide à l'humanité sans se rendre compte de rien. L'armement déployé sur Pandora et ce que les êtres humains en font pour de simples ressources est la preuve de leur désintérêt total pour l'environnement qui les entoure et l'importance de conserver cet environnement. La confiance aveugle qu'ils vouent à leur technologie est souvent ce qui cause leur perte. C'est ce que Cameron met en avant dans Titanic par exemple. Le paquebot géant est le fruit d'une arrogance sans nom, d'une confiance absurde, d'un capitaine qui veut battre les records de vitesse sans se soucier des dangers environnants, d'un concepteur qui a une foi tellement aveugle en son navire qu'il en oublie la sécurité de l'équipage, et des passagers qui, eux, sont noyés dans une luxure tellement abondante qu'elle les empêche de voir la mort en face. Alors voilà donc le paquebot que l'on dit insubmersible. Il est insubmersible. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Le nucléaire est aussi une invention que Cameron dénonce à travers ses œuvres. Il est devenu une peur viscérale chez Sarah Connor qui sait par avance que c'est le destin de l'humanité. Il représente les névroses d'un soldat envoûté par les abysses, devenu complètement paranoïaque et voyant dans cette bombe le remède à tous ses maux. Il est au cœur du conflit dans True Lies, quand un groupe terroriste menace de faire sauter une bombe nucléaire sur le sol américain. Mais le sujet est cette fois-ci traité trop légèrement, le film étant principalement une comédie et prenant le parti de faire sauter la bombe par simple effet de style, quelque chose que Cameron regretta par la suite. Le nucléaire est un élément que le réalisateur craint plus que tout. Il est le plus grand danger écologique qui soit, et Cameron, qui milite contre le réchauffement climatique depuis toujours, notamment à travers ses œuvres, en fait la menace ultime, sur notre Terre, dans le fond des océans, sur d'autres planètes. James Cameron craint la technologie tout autant qu'elle le fascine. Il sait qu'elle peut être d'une aide précieuse si elle est correctement utilisée. Il en a fait lui-même l'expérience, créant des procédés technologiques inédits pour la conception de ses films, réalisant son rêve de visiter le fond des océans grâce à de superbes machines qui permettent de le faire en toute sécurité. Be at 18,000 feet here in a second. The depth Bud Brigman went to in the abyss. I'm doing it for real. It's cool. Sa peur de la technologie, elle ressort dans ses cauchemars, qui deviennent des dessins, qui deviennent des films. Car oui, Cameron est aussi un dessinateur hors pair. C'est lui qui dessine Rose dans Titanic. C'est lui qui est à l'origine de beaucoup d'éléments de son bestiaire. Le Terminator, la reine alien, les avatars, une partie non négligeable de la faune et la flore de Pandora, et même le Predator, qu'il co-designera avec un certain Stan Winston, qui sera à l'œuvre sur beaucoup des films du réalisateur. C'est également la technologie qui va lui permettre de modéliser ce qui est encore aujourd'hui sa plus grande obsession. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dès la séquence d'ouverture de Piranha 2, Les Tueurs Volants, son tout premier film, en tout cas sur le papier, l'eau est présente et elle se mélange avec le rouge du sang des victimes qui sous-estime ce que le réalisateur considère comme une puissance naturelle sans précédent. Oui bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais il n'empêche que c'est la toute première séquence de Cameron au cinéma, et c'est sans doute pas anodin. On est généralement fasciné par ce qui nous effraie. Pour James Cameron, c'est l'eau. Dans Titanic, l'océan est un environnement que l'être humain pense pouvoir dompter en construisant une machine aussi grande que son ego, mais l'océan est imprévisible et ne pardonne pas le manque de vigilance. Le RMS Titanic coulera dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, et cette catastrophe fera ressortir le meilleur et le pire chez chaque être humain. Parce que l'eau place les humains face à eux-mêmes, et c'est le cas notamment dans Abyss. C'est dans les profondeurs que les esprits se dénouent. C'est cette immensité bleutée qui libère la folie enfouie du lieutenant Coffey. C'est dans les profondeurs que Bud et Lindsay vont retrouver un amour qu'ils croyaient perdu, car la puissance de l'eau va les faire passer par toutes les émotions possibles. La colère, l'émerveillement, la tristesse, la mort, la résurrection, le pardon. Et la production du film elle-même n'échappera pas à cette vague d'épreuves. Abyss est un calvaire pour chaque personne présente sur le tournage. Malgré un système révolutionnaire qui permet à tout le monde de se parler sous l'eau, la communication est au plus bas. Entre un réalisateur tyrannique et malsain, des comédiens à fleur de peau, énervés, dégoûtés, des techniciens complètement dépassés et épuisés par les conditions de travail. Les nombreux litres d'eau utilisés pour les besoins du film agissent sur toute l'équipe comme un poison qui se répand en malmenant les corps et les esprits. L'eau serait-il finalement l'antagoniste ultime chez Cameron? C'est plus compliqué que ça. Même si oui, dans Terminator 2, le réalisateur fait de son T-1000 un robot tueur sans pitié, dont la force réside dans sa capacité à transformer son corps liquide en arme. Il est en polyalliage mimétique, Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? en métal liquide. Petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs marrant de constater que James Cameron se débarrasse d'Arnold Schwarzenegger en l'immergeant dans la lave en fusion, pour mieux le réintroduire 3 ans plus tard en le faisant émerger d'une eau glacée. James Cameron aime malmener ses personnages et ses acteurs dans l'eau, mais il aime aussi en montrer toute la beauté, et notamment dans son dernier film en date,
Avatar, la voie de l'eau. Le terme est carrément dans le titre, et ça fait sans doute perdre beaucoup de subtilité à cette chronique, mais au moins Cameron assume à fond ses obsessions. Déjà dans le premier Avatar, qui met en avant la beauté des forêts de Pandora, le bestiaire est inspiré de nombreuses créatures que Cameron a pu rencontrer durant ses plongées sous-marines, dont on peut voir une partie dans son reportage Alien of the Deep, sorti en 2005. Mais dans ce second opus, plus besoin d'aller dans la suggestion. L'océan est le cœur du film, et Cameron a fait son maximum pour nous en montrer toute la beauté. Beaucoup critiquent le film, en affirmant que le scénario est inexistant, un copier-coller du premier. Alors, que ce soit une redite du premier, je peux l'entendre, mais dire que le film ne raconte rien, ça c'est faux. Le problème c'est qu'aujourd'hui, le grand public est influencé par l'émergence des séries TV, et que donc maintenant, et pour beaucoup, un scénario sans twist, révélation et autres cliffhangers, c'est une histoire inintéressante, et ça c'est dommage. Avatar 2 fonctionne sur une dynamique bien plus simple, mais il ne faut pas confondre simple et simpliste. Le film raconte beaucoup de choses en filigrane, les ravages du capitalisme sur l'environnement, la difficulté d'être un parent, mais aussi d'être accepté pour ses différences. La séparation de l'âme et de l'esprit aussi, à travers le personnage de Kiri, et déjà évoqué avec Jake dans le précédent film. Bref, Avatar la voie de l'eau est un très bon film, un superbe spectacle visuel qui sublime un univers riche. On y retrouve des personnages attachants, bien écrits et un scénario engagé. En plus de ça, Cameron continue de mettre en avant ce qui fait l'essence de son cinéma. Des machines destructrices, une technologie meurtrière car mal employée, une faune et une flore aquatiques saisissantes, il fait même couler un navire, et surtout des personnages féminins solides. La femme est le point fort dans l'univers de Cameron, physiquement et mentalement. Dans son cinéma, les héroïnes sont des femmes incomprises, sous-estimées, méprisées, mais pourtant lucides des enjeux, du monde et du danger qui les entoure. Dans Xenogenesis déjà, le héros est une héroïne et parvient à sauver son ami d'une attaque de robots. Dans Piranha 2, les tueurs volants, Anne va enquêter sur ces attaques de piranha. Elle est le personnage avec le plus de sang-froid et de bon sens. Dans Abyss, Lindsay a une réputation qui la précède. Les hommes ne voient en elle qu'une emmerdeuse, alors qu'on peut plutôt la définir comme étant brute de décoffrage, courageuse, curieuse et conceptrice de génie. Elle revient à la vie littéralement, car elle est le cœur du film. Dans Aliens, après plus de 50 ans d'hypersommeil, Ripley se réveille et on lui annonce que sa famille est morte et qu'elle doit de nouveau affronter son pire cauchemar. Elle sera la voix de la raison, faisant face au capitalisme, au patriarcat, à l'ignorance des soldats et à une armée de xénomorphes. Terminée la jeune femme apeurée en petite culotte. Ici les cheveux sont coupés, le regard est déterminé. Tenue d'ouvrier, mitraillette à la main, Ripley ne compte plus se laisser faire. 2 ans plus tard, le constat est le même pour Sarah Connor dans Terminator 2. La jeune serveuse, totalement dépassée par les événements, laisse place à une guerrière redoutable dont rien ne compte plus désormais que sa mission. Sarah n'est plus une femme, ni une mère. Elle est devenue ce qu'elle doit combattre, une machine. Dans True Lies, Hélène Tasker est une femme plutôt réservée. Sa vie, son travail, son mari, tout ça l'ennuie, mais elle n'ose pas en faire plus. C'est à la découverte de la double identité d'Harry qu'elle va se découvrir un courage enfoui, une féminité insoupçonnée, et une envie de vivre à 300 à l'heure. Tout comme Hélène, Rose est prisonnière de sa condition de femme, de son statut d'épouse, et de sa réalité. Le paquebot est sa prison, Jack est son échappatoire. À travers lui, elle va oublier ses obligations, laisser tomber sa bonne tenue, vivre chaque jour comme le dernier. Aux yeux de ses proches, elle n'est qu'un objet que l'on expose fièrement, que l'on troque contre un peu d'argent. Elle n'a pas son mot à dire, mais décide pourtant de son propre sort en comprenant que la vie ne mérite pas d'être vécue, si elle doit vivre dans cette abondance prétendument noble où la valeur humaine ne compte pas. Elle préférera rejoindre Jack, véritable symbole de liberté. Pour finir par Neytiri, sans doute le personnage féminin le plus accompli de l'univers de Cameron. À la fois guerrière redoutable, passionnée par l'environnement qui l'entoure, pédagogue, courageuse, elle est le pont qui unit le spectateur à l'univers de Pandora. Dans le second opus, elle est plus effacée, mais reste un personnage avec du cœur, et rajoute à ses qualités le fait d'être une mère aimante et compréhensive, bien plus que Jake, carrément plus strict. Conscient des dangers, il ne veut pas les ménager, quitte à perdre ce lien qui unit un parent à son enfant. Il en est de même pour Sarah Connor, qui ne voit son fils que comme une quête à accomplir, un futur leader à façonner, supprimant de ce fait tout geste d'affection que doit avoir une mère. Elle ne le voit plus comme un petit garçon en quête d'affection, mais comme John Connor, dernier espoir de l'humanité. Le paradoxe veut que ce soit une machine qui soit la source de réconfort de John, le parent parfait qu'il n'a jamais eu. Et de tous les pères possibles qui sont passés toutes ces années, cette chose, cette machine, était le seul à être à la hauteur. La parentalité est un autre thème cher à James Cameron. Il la dépeint souvent comme stricte et éprouvante. Jake Sully, Sarah Connor, mais aussi la mère de Rose dans Titanic, qui ne voit en sa fille qu'une opportunité de conserver sa fortune sans se soucier du bonheur de cette dernière. Puis il y a Aliens, bien sûr, où on assiste au combat de 2 mères, la reine alien qui défend ses œufs, et Ripley qui voit en cette orpheline l'enfant qu'elle a perdu et qui va faire tout son possible et mettre sa vie en jeu pour la protéger. Ne la touche pas, sale pute!
Mais avant la parentalité, il y a l'amour, et pour ça Cameron sait y faire également. C'est du fruit de l'amour entre Sarah Connor et Kyle Reese que naît le dernier espoir de l'humanité. C'est l'alliance de Bud, représentation de son amour avec Lindsay, qui le sauve d'une mort certaine. Et en retour, c'est cet amour qui ressuscitera Lindsay de la noyade. D'ailleurs, l'histoire de ce couple qui bat de l'aile coïncide avec les déboires amoureux de James Cameron à cette époque, qui divorcera en 1989, l'année de la sortie d'Abyss. Dans True Lies, c'est l'amour entre Harry et Helen qui a raison des terroristes, cet amour étant littéralement plus fort qu'une bombe nucléaire. J'ai épousé Rambo. Titanic et Avatar, eux, fonctionnent dans la même dynamique. Rose et Jack, Neytiri et Jake, vont vivre une histoire d'amour impossible, venant de deux mondes différents. Cependant, Jack et Jake vont réussir à s'adapter au monde qui les entoure. Mais pourtant, c'est bien leur singularité, leur naïveté et leur courage qui vont trouver grâce aux yeux de Rose et Neytiri. Vous savez voir les gens. Je vous vois. Je te vois. Les deux couples vont devoir se battre pour que leur amour soit accepté, ou du moins reconnu en tant que tel. Dans les deux cas, on est sur un amour shakespearien, et Cameron est le dernier à en avoir écrit de la sorte au cinéma, avec un tel souffle épique et une telle passion. Beaucoup trouvent ça niais, et ça l'est sans doute. Mais que ces deux films aient cumulé 5 milliards de dollars de bénéfices rien qu'au cinéma, prouve bien que les gens ne se lasseront jamais de ce genre d'histoire, et que l'amour est toujours au cœur de ce qu'est le grand cinéma. Titanic est sans aucun doute une des plus belles histoires d'amour du 7e art. Le film est sans nul autre pareil. En plus d'être devenu un des plus gros succès de tous les temps, récompensé par 11 Oscars et un véritable phénomène de société, il est un grand film, sans doute le dernier du genre. Le contexte historique de ce mythe contemporain constitue une base parfaite pour un récit de la sorte, et Cameron l'a vendu comme tel. If you open that book up to the middle, there's a double truck, is about that wide if you open the book. And it's Titanic in the middle stages of its sinking, beautifully lit, lifeboats leaving, rockets going off, illuminating the night sky. I walked into Peter Chernan's office and, he said, well, what do you got? And I said, I opened that book to that painting, I turned it around, I put it in front of him and I said, Romeo and Juliet on that. And he stared at the painting for a little while. He said, Yeah, let's do it. En effet, en annonçant d'emblée la couleur, c'est-à-dire le naufrage du Titanic, Cameron nous fait comprendre que cette fin inéluctable n'est pas la base du récit. Elle n'est qu'un prétexte pour suivre ces personnages qui vont vivre ce drame. Quand il nous fait parcourir le navire en long et en large, c'est surtout pour nous présenter cette véritable société mouvante où toutes les classes sont représentées. Pendant que certains goûtent à des mets d'exception en comptant leurs millions, d'autres dansent autour d'une bière, et d'autres encore s'efforcent de faire fonctionner cette machinerie infernale. Rose et Jack vont visiter chaque aspect du bateau, car leur amour n'a aucune frontière, ne connaît aucune limite, et ne s'arrête pas à des différences sociétales. Rose rêve d'une vie qui lui appartient, d'une liberté qu'elle n'espère pas trouver sur ce navire. Jack symbolise cette liberté, le bonheur dans son plus simple appareil. Il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons, disait Sarah Connor. Et le destin est une chose que le personnage camerounien a su dompter, allant au-delà de ce que l'on attendait de lui. Une personne ordinaire vouée à vivre des choses extraordinaires, découvrant de nouveaux mondes, et se découvrant soi-même. C'est peut-être dans cette quête de liberté que se définit le mieux le cinéma de James Cameron. La liberté de vivre à fond, la liberté de mourir, la liberté d'aimer, la liberté d'être, la liberté de créer. Et on ne peut qu'espérer que James Cameron continue de créer, encore et encore, parce qu'il est et restera un très grand réalisateur.